Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous présente Agathe, Vincent, Fabien, bonjour, Bertie, bonjour. Et Thomas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, cette musique de l'Eurovision, car on va vous parler pendant 1h20 de l'Eurovision, car oui, l'Eurovision, ce sont les JO de la chanson. On est ravis, merci d'être avec nous en direct du Pod Paris et dans la salle publique. Bienvenue dans notre émission 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. C'est parti! Finally, our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Et c'est en direct de la belle Villoise à l'occasion du Pod Paris pour 1h20 d'émission sur le thème du phénomène Eurovision que nous commençons ce podcast. Agathe, je sens que tu as envie de me dire un truc depuis tout à l'heure. Non, je te regarde, t'es jolie comme ça. C'est adorable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis, vous allez voir, vous allez être surpris. L'Eurovision n'est plus ce qu'elle était et c'est l'ambition de notre podcast, c'est de vous parler de l'Eurovision différemment. Mais avant de commencer, je voudrais remercier toutes les équipes du Pod Paris qui ont mis en place ce festival pour la première fois en direct et à Paris. La mise en avant du podcast Nassif sur 2 espaces à la belle Villoise avec des tables rondes, des podcasts en direct comme le nôtre et puis surtout merci à l'association Bad Geek qui gère tout ça, Bad Geek qui gère tout ça. Merci à la technique qui nous soutient aujourd'hui. Un round of applause pour tout le monde. Et puis à tous les sponsors qui nous accompagnent et dont vous pouvez découvrir les différents stands tout le long de ce festival qui se tient pendant 2 jours. Le Pod Paris est un festival associatif. Vous pouvez également faire des dons pour cette association pendant le festival. Il y a des boîtes aux différents espaces, mais également sur le site podparis.fr, vous trouverez toute la programmation du festival. Alors, avant qu'on commence, est-ce que les amis, vous vous sentez bien aujourd'hui en direct à 10h30 Super bien. Le 12 octobre Évidemment, avec 150 personnes. Le taux de caféine est assez élevé, donc c'est bon. Il n'y a pas de souci. Bertie, comment tu vas? Très bien. Très bien. Très bien, je suis concentrée. Ça se voit. Mais je trouve aussi. Alors, l'Eurovision, c'est un phénomène et le phénomène Eurovision, c'est ce dont moi j'aimerais vous parler aujourd'hui parce que, en découvrant ce programme et en lançant ce podcast, on se rend compte que c'est bien plus qu'une émission de télé et moi le premier, c'est un festival organisé chaque année dans la ville haute qui rapporte des millions, qui coûte aussi des millions. Et je voudrais qu'on fasse un rapide tour de table avant qu'on commence pour que vous me disiez en quelques mots, pour vous, c'est quoi l'Eurovision? On va commencer par toi, Bertie, et puis ensuite on revient vers Agathe. Pour moi, l'Eurovision, c'est beaucoup de fêtes. Je trouve que c'est un moment inattendu dans l'année, qui tombe au bon moment, parce que c'est autour du lancement du printemps, qui met de plus en plus de temps à se lancer d'ailleurs, c'est une autre histoire. Voilà, pour moi, l'Eurovision, c'est beaucoup de fêtes et beaucoup de n'importe quoi, on en reparlera. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour parler de beaucoup de n'importe quoi. Fabien. Pour moi, l'Eurovision, c'est un grand divertissement qui est le portrait robot de l'Europe à un moment donné, sur le moment précis où il se déroule. Ah, c'est plus chic, hein. Ouais, c'est vrai. Mais il est journaliste en même temps. On peut pas dire la même chose, on peut dire des choses différentes. Vincent. Pour moi, ça reste un concours de chansons, donc c'est les voix, évidemment, et tout particulièrement, si vous suivez le podcast, vous le savez, ce sont les hurleuses, bien sûr. Et enfin, Agathe, qui n'y connaît rien. Oui, moi, c'est que vous m'avez obligée à regarder, finalement. Je le subis. Non, c'est pas vrai. J'ai appris à aimer et j'en ai un peu honte. En tout cas, on est ravis. Est-ce que dans le public, vous regardez l'Eurovision?
Alors- Vous avez le droit de dire non. Non, non. Merci de votre honnêteté. Eh bien, on espère qu'à l'issue de cette émission, vous allez y prendre goût et que peut-être vous allez la regarder différemment. Alors, l'Eurovision, c'est le plus gros succès de la télévision hors événements sportifs, puisque chaque année, c'est entre 180 et 200 millions de téléspectateurs qui regardent le programme à travers le monde, et ce, depuis 1956. C'est la plus vieille émission de télévision au monde, et pour ça, je pense que, quand même, on peut saluer la prouesse. L'Eurovision, c'est aussi un nombre incalculable de stars qui sont nées à travers ce concours. Les dernières en date, Lauryn, Maneskin, clairement. Et puis pour les plus anciens, on a qui? Est-ce que vous avez dans le public des noms de stars qui vous viennent en tête, qui auraient participé à l'Eurovision par hasard? Céline Dion, Abba. bravo. La grande Célène. J'entends pas France Gall, mais effectivement France Gall aussi. Car c'était dans ton conducteur, peut-être. Exactement. Mais effectivement, voilà, c'est une émission qui, on l'oublie, révèle des talents sur les chaînes européennes, mais du coup aujourd'hui encore plus mondiales grâce aux réseaux sociaux. Et nous, on va essayer de vous en parler comme ça de manière passionnée et passionnante, on l'espère. Alors, on va commencer. Quel est le moment de ce phénomène Eurovision pour vous qui est le plus phénoménal quand je vous parle de l'Eurovision? Et j'aimerais d'abord commencer par Quentin. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Quentin n'est pas là. Quentin, Quentin est notre spécialiste politique et géopolitique dans l'émission, et malheureusement, il a été foudroyé dans la nuit Par la un courante. par un virus. Et du coup, il ne va pas être là. Donc, Mais on l'embrasse. on Et on l'embrasse l'aime. très fort. On va quand même parler de géopolitique. Qui peut essayer de prendre Oui, parce le que je pense que relais? Quentin aurait dit la géopolitique, en fait. Et je pense que... Quentin aurait allez, dit. Quentin aurait dit, vraiment, petit ange, Quentin aurait certainement mis en lumière un moment très fort de la géopolitique à l'Eurovision. C'était en 2016, avec la victoire de la candidate ukrainienne qui s'appelle Jamala, avec sa chanson 1944. Alors, est-ce que ça parle à certains dans le public? On vous montre un petit extrait. Alors, devant 180 millions de téléspectateurs, forcément, certains pays qui ont les projecteurs sur eux à ce moment-là de l'année vont forcément vouloir passer des messages. Vincent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette prestation de Jamala? Eh ben, il faut savoir que donc, du coup, c'est 2016, c'est donc 2 ans après l'invasion russe en Crimée que ça se passe. Et du coup, Jamala arrive avec une chanson. Le concours Eurovision se veut apolitique, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit de passer des messages politiques, en tout cas à travers les prestations, à travers les chansons. Et donc, du coup, il y a toujours ce petit bisbille, on le sait, hein, de grandes tensions géopolitiques au concours de l'Eurovision. Et donc, du coup, cette année-là, il y a, comme d'habitude, la Russie et l'Ukraine qui se tirent la bourre. Et donc, du coup, Jamala arrive avec cette chanson qui est politique de toute manière, en fait, parce qu'elle parle en fait de l'invasion de la Russie en tatar de Crimée, hein, si je me trompe pas. Et donc du coup, c'est pour ça que finalement ça a été validé, parce que c'était les Tatars de Crimée et non pas du coup l'invasion de la Russie en Crimée en 2014. Et c'est pour ça qu'elle a pu chanter cette chanson-là en tout cas. Et donc dans ce contexte hyper tendu, et tout au long d'ailleurs de cette édition 2016, le candidat russe, la candidate ukrainienne sont vraiment au coude à coude, et finalement c'est Jamala qui remporte cette édition avec cette chanson. Mais au-delà en fait du message, on peut aussi voir la prestation qui est une très grande voix, une émotion à fleur de peau, quelque chose qui touche forcément, et visuellement quelque chose aussi qui est assez bouleversant. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a gagné. Exactement, elle a gagné cette année-là. Fabien, l'impact de la géopolitique dans le concours, comment on le mesure encore aujourd'hui sur la scène de l'Eurovision?
Ah bah là, on l'a vu cette année, c'était le parfait exemple et peut-être l'année où la géopolitique s'est le plus exprimée à l'Eurovision avec la participation d'Israël. Est-ce que c'est une chanson politique, pas politique? Les manifestations qui se sont tenues donc à Malmö. Malmö qui est la ville de Suède où il y a la plus grande communauté palestinienne aussi. Donc c'était pas... on va dire, un concours qui s'est déroulé de manière banale. Il y a eu beaucoup de tensions, il y a eu encore aujourd'hui des choses qui ne sont pas réglées avec des délégations qui ont demandé à l'UER, donc l'Union européenne de radio-télévision, de prendre des dispositions pour être plus serein. Enfin, voilà, en tout cas qu'à l'avenir, les artistes puissent être plus sereins pendant le concours. Dans les coulisses, il y a eu des choses pas très cool qui ont eu lieu. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui ne sont pas confirmées, mais on sent Nemo donner une interview là, il y a 15 jours à la presse britannique et disait j'ai toujours pas eu de réponse aux questions que j'ai posées et ça commence à tarder un petit peu. Donc on sent qu'il y a des choses à dénouer et que peut-être l'Eurovision, enfin l'UER, va devoir revoir cette notion de concours apolitique, puisque par essence, ça c'est ce que je répète toujours, la musique peut être politique, on peut faire passer un message, un artiste peut représenter lui-même et peut représenter plein d'autres choses aussi. Et l'Eurovision, c'est la vitrine pour un pays. Donc c'est ce que veut montrer le pays. Si un pays un peu belliciste, si un pays comme la Russie, par exemple, participe en 2015 avec une chanson très pacifiste, c'est pas non plus un hasard. Voilà. Et c'est pour ça que c'est pas très bien passé non plus. C'est vrai que quand nous, on a été à Malmö l'année dernière pour couvrir l'événement, il faut savoir que du coup, les tensions géopolitiques étaient telles que dans la ville, on a eu l'impression d'être sous un état de siège. Il y avait des militaires de partout, jusque dans les boîtes de nuit ou sur la piste de danse, il y avait des flics qui surveillaient. On n'a quand même pas pu danser tranquille. On n'a pas pu danser tranquille. Non. La géopolitique est très présente dans l'Eurovision et malgré le fait que le concours se veuille apolitique, nécessairement, la fenêtre qui est donnée au pays de pouvoir s'exprimer pendant un laps de temps et à temps égal sur cette scène, c'est une des rares fois où vous allez entendre parler de la Moldavie, je suis sûr, dans l'année, ou de la Lettonie, ou de la Lituanie. Sinon, personne n'en entend parler autrement qu'à l'Eurovision dans nos quotidiens. Donc forcément, certains utilisent cette plateforme pour s'exprimer nécessairement. La chanson d'Israël l'année dernière, pour autant, moi je la trouvais sublime. Je vous propose qu'on la revoie, qu'on réécoute un petit extrait, parce qu'elle mérite aussi d'exister pour ce qu'elle est. Take it out and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. This hurricane. Et qui délivre aussi un message. J'adore cette chanson. Je l'adore. Elle est vraiment bien. C'est rare. Bah, c'est un truc quand même vachement mainstream qu'on peut entendre à la radio, etc. Ça n'a rien de nouveau, Agathe. Non, mais c'est joli. Oui. Bertie, est-ce que toi, il y a un moment quand tu regardes l'Eurovision où tu dis « Ah, là, ça va juste au-delà de la fête, mais on va nous délivrer des messages géopolitiques qui t'ont marqué » Vraiment, comme vous, cette année, typiquement, quand on a regardé la performance d'Israël, on entendait, on devinait que dans la salle, ils étaient en train de la régie de tout régler pour essayer qu'on n'entende pas les huées de la salle, mais ça se sentait, quoi. C'est-à-dire que même devant la télé, quand ils essayaient de faire semblant que tout allait bien, je trouve que ça transparaissait quand même. Ouais, c'était d'une violence en live. Quel dommage. Ouais, vraiment. Et au moment de l'annonce des points, après, et c'est là qu'on s'est dit, wow, ramener les paillettes et les boléros fluo, là, ça va pas du tout, cette histoire. On est là pour un concours de chansons, et c'est là que tu te dis, pas que. Dommage. Exactement. En 2015, on a eu aussi le début justement des systèmes de son anti-huées pour la télévision, où, pour essayer de couvrir au maximum les moments comme ça un peu dérangeants, suite à la prestation 2014 de la Russie qui avait déjà été huée. En 2015, ils ont mis en place ce système à l'UR qui
n'est pas probant, hein, il faut Ça marche pas. l'avouer. Ça marche pas de ouf. Le Sur la brevet n'a pas été accepté, Non je mais crois. si en quand fait. même parce que vraiment Si, dans si. la salle c'était chaud. Ouais, Là, ça pour allait quand Israël, même ça a mieux été quoi. très atténué cette Ouais, année. ouais, vraiment. Voilà. Et après, ils l'ont pas atténué pour Martin Osterdahl quand il a dû annoncer, Martin Osterdahl qui est le superviseur exécutif de l'Eurovision, donc qui surveille que tout se passe bien. Le chef. Voilà, le big boss. Et comme les Pays-Bas avaient été disqualifiés dans l'après-midi, c'est lui qui a annoncé les points du jury néerlandais. Et il s'est fait copieusement siffler. Et là, du coup, et d'ailleurs, c'est Nemo, le Suisse, le Suisse, qui a obtenu les 12 points et qui ne célèbre pas. Enfin, il y a vraiment un moment de tension flottement. constant, de flottement Il y a durant cette séquence. Il y a eu du drama cette année. Hein. Il y a eu du drama Oh là cette là. année. Mais vous savez quoi, nous avec 12 points, on va essayer un peu de redorer le blason de l'Eurovision et on va rendre ça festif. Et surtout, qui mieux qu'une personne qui n'y connaît rien pour nous parler de l'Eurovision? Et oui. Sale. Nul. C'est mauvais. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Zéro vision. À Genève, à balle, à pleine balle. Merci pour ce générique, Agathe. Non, mais attends, c'est nouveau On ça. applaudit la chronique Zérovision d'Agathe. Je suis obligée de refaire ce jingle tout le temps, c'est infernal. Non mais promis, là, il bouge plus. Alors bienvenue dans ce Zérovision, la chronique pour ceux et celles qui n'y connaissent rien, comme moi. Oui, parce que je vous vois dans la salle, toi tu n'y connais rien par exemple, comme vous, mais attention, je vous comprends, j'étais comme vous avant, donc c'est la minute storytelling. J'ai fait ma première dans ce podcast un jour de mai 2022, quand mon bon ami Vincent me dit... Dis-moi, Agathe, on aimerait une voix féminine dans le podcast pour la table ronde avant l'Eurovision. Je réponds donc, mais Vincent, tu es mon bon ami. Acting. tu sais bien que je n'aime pas l'Eurovision. Et à lui de me répondre, non mais justement, c'est très bien. Eh ben, on n'a pas été déçus du voyage. Globalement, je trouve qu'on nous sert beaucoup de soupes ringardes. Moi, j'ai marqué Suède, c'est chiant. Il y a des trucs où tu souffres quand même. Je trouve ça honteux. Enfin, c'est une daube. Et puis, ça chante pas bien. Une merde qui reste dans la tête. Ah, quelle daube, quelle daube, quelle daube, quelle daube. Mais toi, Thomas, t'as la foi. Moi, il y a une meuf qui fait ça dans mon podcast, mais je la fais jamais revenir. Alors, merci Thomas, parce que finalement, je suis encore à vos côtés, à faire l'ouverture du... Putain, je tremble. À faire l'ouverture du Pot de Paris comme si j'étais devenue une pro. Non, mais les gars, quand même, on a carrément écrit un bouquin sur l'Eurovision. On en fait quoi de mon syndrome de l'impostrice? Et dire qu'on a été édité avant mon tout premier roman intitulé Deux filles et un string. Alors, c'est la réédition salée de 4 filles et un jean. Vous vous rappelez? C'est les 4 copines qui s'échangeaient un jean pendant tout un été. Et bah, 2 filles et un string, c'est comme mes sœurs, comment mes sœurs s'échangeaient un mec pendant 10 ans. Alors, c'est pas un roman fiction, c'est un vrai témoignage de vie. Je vais d'ailleurs recontacter Editis à ce sujet. Hein. Je pense qu'après notre bouquin sur l'Eurovision, ils vont me signer direct. Bref, mon rapport à l'Eurovision a changé et ça me perturbe complètement. Je me mets à passer des chansons en boucle, à me passionner pour l'histoire de la langue du peuple sami et à savoir enfin pourquoi l'Australie fait partie de l'Eurovision. Je suis tellement perturbée que j'ai repris une vie sexuelle. J'attendais des applaudissements, c'est pas grave. Merci. Merci. Mais ce n'est pas le changement le plus détonnant de cette année, non, non. Après de nombreux micro-trottoirs où j'ai entendu les passants me dire que non, je regarde pas l'Eurovision, l'Eurovision c'est ringard, non, je sais pas qui c'est Slimane, et aussi tu veux bien me sucer? Non, c'est faux, personne m'a dit ça, personne ne m'a fait cet honneur. Eh bien, figurez-vous que c'est le tout premier micro-trottoir rempli de gens qui connaissent l'Eurovision. Allez, on écoute ces témoignages rares. Marie-Myriam. Bilal Hassani, oui, bien sûr. J'aime bien celle qui fait la grosse poule, là, d'Israël. France Gall. La performance de Slimane cette année, elle était trop bien. Ah oui, on l'aimait trop quand on l'avait vu. C'est Requiem de Alma, mais c'est il y a très longtemps. Mais Dorine, oui. Ah, il y a Maneskin aussi, ils ont fait l'Eurovision. Oui, en Italie. Le monsieur qui était déguisé en femme. C'est un genre qu'on ne voit pas souvent et ça m'a plu. Bon, alors attendez, faut pas non plus crier victoire trop vite. Est-ce que vous regardez l'Eurovision? Très rarement. Une fois par an? Non. Et dernièrement, non. Seulement quand c'est les performances de la France. Cette année, j'étais en voyage pendant l'Eurovision, je peux regarder. Pareil, je peux pas regarder. Une chanson qui t'a marqué, une performance? Non, pas vraiment, je me rappelle plus trop en fait, j'avoue.
Bah oui, non, mais j'ai eu peur quand même, hein, j'avais plus mes repères. Bon, malgré tout, pour la première fois, avec ce panel, ils étaient étrangement lucides. Il y a peut-être un petit côté ringard par rapport à, excusez-moi, mais par rapport à aujourd'hui. Enfin, les jeunes, quand ils vont voir des concerts, c'est plus ça qu'ils regardent. Les Français, nous-mêmes, on se dit genre, oh, ils sont nuls. On s'auto, en fait, flagelle par rapport à ça. Et je pense qu'il faudrait changer quelque chose dans la mentalité des Français, c'était la fin de la phrase. Changer quelque chose dans la mentalité des Français. Elle y va fort. Hein. On changerait quoi notre orgueil, notre arrogance, notre défaitisme. Alors, parenthèse, pour écrire cette chronique, j'ai cherché ce que les Européens pensaient des Français. Et voici ce que l'Europe se demande. Pourquoi les Français ne parlent pas anglais I don't know what you are talking about. Pourquoi ont-ils besoin de changements dans leur façon de gouverner Ça pareil, I don't know what you are talking about. Et enfin, la question qui brûle les lèvres de nos amis allemands, pourquoi les Français ont-ils un gros nez ? Je n'ai pas d'avis sur la question. Et donc, Quentin, qui devait être là ce soir, ça n'avait rien à voir avec son nez, il fallait que je lui dise absolument que je suis tombée sur sa mère pendant le micro-trottoir. Est-ce que les prestations sont uniquement liées à la chanson ? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux géopolitiques, etc., qui permettraient de favoriser certaines nations plutôt que d'autres Voilà, c'est quand même fou, hein. Paris est grande et il fallait que je tombe sur sa mère. D'ailleurs, autre fun fact, dans la rue, quand on fait le micro-trottoir, souvent on laisse les micros allumés qui enregistrent. Et vous savez, les gars, à quel point j'aime me foutre de votre gueule en fin d'année ? Oh non ! Vous tremblez, hein ? Non, ne tremblez pas parce que je me suis dit que c'était pas hyper juste, donc je me suis dit je vais me foutre de ma propre gueule. Voilà, c'est moi qui me suis tapé la honte. Voici ce qui s'est passé hors antenne. Est-ce que tu veux des enfants ? Ah non. Bah tu sais que plus le temps passe, moi j'en veux. Hein. Plus je me rends compte que c'est la société qui m'a dit d'en avoir. Non mais je disais pour l'interview parce que voilà. Voilà. Merci Thomas. Le mec est archi pro, je raconte ma life. Donc je crois maintenant que je suis bien obligée d'admettre que l'Eurovision est en effet un phénomène, mais pas autant que nous chez 12 points. Oui, nous sommes des phénomènes, et tant pis si on ne parle pas anglais. We are des phenomenon. Je dirais même plus, des female phenomenon. Bravo. Eh bien, c'était la chronique Zéro Vision d'Agathe. Merci, c'est à chaque fois un bonheur. Un bonheur, merci à toi. Alors, on continue de parler du phénomène Eurovision, et cette fois sous le prisme des tubes, car, ou plutôt... Les tubes. Les tubes. Les tubes. C'est les tubes. Oui, parce que, évidemment... Sur le conducteur, c'est marqué les tubes. Quand on a écrit le livre, c'était marqué les tubes. Exactement. Parce qu'on pense que l'Eurovision, c'est ringard, ou que c'est dépassé, etc. Et pour autant, vous seriez surpris de vous rendre compte du nombre de tubes qui sont sortis de ce concours. Et je vais tout de suite te donner la parole, Agathe. Ah oui. Quel est pour toi le tube qui te fait le plus vibrer de l'Eurovision? Alors, vibrer, faut pas déconner. Mais c'est une chanson qui me fait croire en la vie. C'est sans surprise Queen of the Kings de Alessandra. Qui connaît Queen of the Kings, Alessandra? Ah, quand même. Ça fait plaisir. J'en mets. Allez, on y va. Putain, c'est pas terrible, hein. Norvège 2023, t'exagères. Putain, j'avais oublié cette mise en scène, c'est terrible. Non, en vrai, pas grand-chose ne va, mais tu sais, c'est ces chansons un peu guilty pleasure, tu vois. Tu l'écoutes le matin pour avoir la pêche et te dire « Ouais, je suis une femme et je vais y arriver dans la vie. Moi aussi, je suis Queen of the Kings. » Ridicule, mais ça marche. Écoute, c'est tout ce qu'on demande à la musique, finalement. Ça marche pour marcher dans la rue aussi, je pense. C'est avec ton gay walk un peu. C'est ça. Fabien, est-ce que toi, tu as un tube de l'Eurovision que tu aimerais nous partager aujourd'hui? Un tube qui m'est particulièrement cher, puisque j'aime beaucoup la culture populaire italienne. Je vais parler de Nel blu di Pinto di Blu, Volare, plus connu sous le nom de Volare à l'international, qui a été 3e à l'Eurovision en 58 et qui est devenu le plus grand succès international de la chanson italienne, donc vraiment dans le monde entier, et tout le monde est capable de si on regardait cet extrait de l'Eurovision 58? Oh là là.
Volare, oh, cantare, oh. nel blu degli occhi tuoi Ah, je connais pas très bien les paroles. felici di Mais c'est écrit là. Hein. L'orchestre. Ça change avec tout, l'orchestre, ça change tout. Faites revenir l'orchestre, bordel. Qui apprend que Volare est issu de l'Eurovision ce matin? Oh, On va commencer à c'est vous bien. en boucher un coin. C'est parti, on continue. Bertille, est-ce que toi, tu as des tubes de l'Eurovision? Berchi, t'as des tubes ou pas? Bien sûr. Eh bien, moi, c'est l'éternel cha-cha-cha, mais plutôt de force que de gré, parce qu'à force de l'avoir entendu chez moi, cette chanson a généré un plébiscite totalement inattendu. Et donc, du coup, écoutez, à force de l'entendre, l'offre a créé la demande. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On en regardera sans doute un petit extrait tout à l'heure dans la rubrique dédiée. Vincent, est-ce que toi, tu as Une un rubrique tube? dédiée aux choses que j'aime. Oui. Mais j'ai bien fait de venir, attends. J'ai hâte qu'on parle de ta partie parce que je pense qu'elle va satisfaire grand nombre dans cette salle. Vincent, est-ce que toi, tu as un tube de l'Eurovision que tu voudrais nous partager? Oui, mais moi j'ai plein de tubes. Mais pour rejoindre Agathe, j'ai un tube pour marcher dans la rue. Ah. Et c'est la participation de l'Australie en 2018. C'est Jessica Mauboy avec We Got Love. Et je vais te dire, vraiment, quand on rentre un peu bourré, c'est mal. En Vélib, le soir, avec les écouteurs, c'est très mal. Et ça, tu le mets à fond, et c'est chez toi en 2-2. Écoutons cette chanson. Non, puis, pardon, excuse-moi, le message Don't give up. Tu sais, quand t'es un peu down et tu vois chaque fois, t'es genre, oui, Jessica, bien sûr, je vais réussir, je vais y arriver. Moi aussi, je suis puissant. Voilà, pardon, je m'énerve. Mais c'est vrai que la version studio, vous l'écouterez sur vos plateformes, est géniale. Ne le faites pas. Le live, Elle avait la voix très fatiguée. Tout le monde était très fatigué. Vincent, c'est quand même... Ça, c'est pour moi une grosse daube de l'Eurovision. C'est pour Oui, ça parce qu'Alessandra, c'est pas de la daube. N'essaye même pas. moi j'ai envie qu'on parle du tube des tubes de l'Eurovision. Pour vous, c'est quoi le tube des tubes de l'Eurovision? ABBA, Waterloo, Ouais. évidemment. Vous savez en quelle année? Oui. Oh, bravo, 74. Est-ce qu'on se ferait pas un petit plaisir et qu'on regarderait cet extrait? Allez, Jamais vu, vas-y. On voyage. Ah, on voyage. On voyage dans le temps et on se fait surprendre par l'Eurovision. Vraiment, qui découvre qu'ABBA avait fait l'Eurovision ce matin? Oh la Ah là là, vache, on bien. adore. On continue. Encore un petit tube comme ça et peut-être plus présent. Ah non, j'allais dire France Gall. Ah, Non, tu veux pas. Bah oui, France Gall avec Non, mais je comprends. Poupée de cire, poupée de son, oui exactement, qui Il y a- gagna en Non, évidemment, en 65. Ouais. Il y a la chanson la plus diffusée en radio sur les radios françaises l'année dernière, Oui. qui est la chanson gagnante de l'année dernière. Et c'est Tattoo de Lauryn, qui a été un succès justement. Voilà, Rétroactif, voilà, ouais, enfin, tout à fait. rétroactif, donc qui a fonctionné en France, donc d'où le fait que les gens qui disent les chansons de l'Eurovision, il y avait un article de Libé qui avait fait ça en disant les chansons de l'Eurovision, elles ne sortent pas de l'Eurovision. Lauryn, Maneskin ont montré que si les chansons trouvent le public, le plus grand public encore après. Et ça a été une trend TikTok aussi, Lauryn. Ah, c'est pour les jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des chansons qui ne gagnent pas le concours, mais qui performent grâce au réseau. Il y a notamment Snap de Rosaline, que tout le monde a pu entendre sur TikTok. Sur TikTok. En effet, c'est un réseau pour les jeunes. C'est tic-tac-toc, oui, c'est ça. Merde, oui. j'ai dit quoi? TikTok. Ah, mais écoutez. Mais t'as peut-être un concept, Mais hein, je sais pas. Il est tout Rosaline, rouge, pareil, le Snap. pauvre. Ouais. Je sais pas ce que je dis. Mais Snap, ça te dit rien, Snap? Mais
Si, mais si, c'est la meuf PQ. C'est la meuf post-it, Ah, non? Snap, pardon. Oui, j'ai dit le Snap. truc avec... Ah oui, quand elle fait ça. Oh non, mais ça, c'est... Enfin, j'aime pas. Pardon. Non, j'aime pas du tout. Mais quand même, on parle de L'Oiseau et l'enfant. Ah, Quand évidemment. même. L'Oiseau et l'enfant. Qui est le dernier tube Dernière français, victoire de la dernière France, victoire de la France. en 62. Je suis une fille de l'ombre qui voit briller l'étoile du soir. Toi, mon étoile qui tisse ma monde, viens allumer mon soleil noir. Noir la misère, les hommes et la guerre qui croient tenir les règles du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières pour ceux qui ont un cœur d'enfant. Mais ça me fait chialer. 1977, Vincent. Oui, merci de Pardon, m'avoir je coupé t'ai le coupé la Non, c'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, Thomas. Mais on peut enchaîner aussi avec un autre tube, si tu souhaites. Allez, un petit dernier. Allez, un petit pour la dernier, route. c'est la Grande Céline. Ah non, mais La Grande Céline qui a gagné avec Ne partez pas sans moi. Je suis sûre que Thomas, il voulait parler d'autre chose. Il voulait parler de son tube. Ça s'est vu, ça s'est vu. J'ai vu la déception dans son œil, je te connais, Thomas. Effectivement, je voulais profiter de ce public pour vous partager mon tube. Ah, bien sûr. Bah vas-y, Mais enchaîne. oui, effectivement, Céline Dion, qui nous a tous émis aux larmes avec l'hymne à l'amour, doit sa carrière à l'Eurovision. Et ça, quand même, j'aimerais qu'on applaudisse. Bravo, bravo Céline. Avec sa chanson Ne partez pas sans moi. Et repris par la Starac, qui reprend ce soir. Ce soir. Merci TF1 d'être sponsor de cette émission. On aimerait bien. Alors, oui, le tube, pour clore ce petit chapitre. Ton tube. Mon tube. Ton tube, Thomas. C'est Chanel Espagne. Non, mais d'accord. Pourquoi ça se marre? Tu voulais griller la grande passion pour parler de Chanel. Il sera diffusé dans le conducteur. Ah, mais donc il voilà. y a que très peu de tubes qui sont censés être diffusés. Il a quand même mis sera diffusé. Oui. Donc vas-y Thomas, fais-toi plaisir. Voilà, On sait qui est le boss. Pour mon plaisir, je vous souhaite découvrir Chanel et je vous invite à l'écouter sur les plateformes. Oh, le petit mouvement de barbe à la fin. Le petit mouvement de barbe. Oh, c'est une espagnolade, comme on les appelle. Alors, est-ce qu'on pouvait faire plus gay que ma prestation de slow-mo? Je suis pas sûre. Difficilement. Eh bien, justement, je tiens à... Quelle transition. T'as vu la transition? Mais quelle transition incroyable. Incroyable, incroyable. On va vous parler de l'Eurovision qui devient aussi un lieu vraiment de représentation des minorités LGBTQIA+, et du rôle qu'elle a de plus en plus dans la représentation de cette culture, ou en tout cas de l'émancipation de cette minorité-là. Et pour ça, Fabien, je te donne la parole car tu es un peu spécialiste de ces sujets dans ton média 20 minutes. Est-ce que tu peux nous parler de l'apparence, enfin, en tout cas du sujet LGBT à travers le prisme de l'Eurovision? À travers le prisme de l'Eurovision, oui. Là, je partirais peut-être par un exemple. Il y a 10 ans, c'était la victoire de Conchita Wurst, qui chantait Rise Like a Phoenix pour l'Autriche, donc drag queen, surnommée la femme à barbe, etc., qui a vraiment, je pense, fait basculer l'Eurovision dans une ère différente, avec un focus qui était beaucoup plus fort, une nouvelle attention médiatique qui s'est portée sur le concours. Elle a été par la suite ambassadrice elle a parlé au Parlement européen, elle a rencontré Ban Ki-moon, enfin, elle délivrait son message de paix, d'ailleurs un message qui était pro-LGBT, enfin, pour sa communauté, mais pour toutes les personnes qui se reconnaissaient dans le message qu'elle avait envie de porter. Et c'est vrai que cette victoire a été portée, enfin, et reflète à la fois ce qui traversait l'Europe à ce moment-là, c'était la question notamment du mariage égalitaire. La France l'avait mis en place une année plus tôt. D'autres pays allaient suivre, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Je crois que le Royaume-Uni, c'est 2014 ou 2015. Et en même temps, il y a des pays plus conservateurs, notamment en Europe centrale, qui commençaient à voir apparaître une progression des mouvements populistes, extrémistes, avec des lois anti-gays qui allaient arriver. Mais donc voilà, l'Eurovision, et on peut dire que l'histoire LGBT de l'Eurovision, elle commence dès le premier concours en 1956, puisque Dany Dauberson, qui était l'une des candidates représentant la France, était lesbienne. Il y a eu ensuite la victoire en 1961
de Jean-Claude Pascal, pardon, voilà, avec Nous les amoureux, qui est une chanson qui parle d'un couple homosexuel. Et c'était tout dans le sous-texte. Personne à l'époque ne captait que c'était ça le sens de la chanson, enfin, ou très peu de gens, enfin, les gens qui avaient envie d'y voir vraiment le vrai sens, voilà, de comprendre, sinon ça passait pour une belle chanson d'amour. Voilà, oui, une chanson d'amour. Et voilà, mais donc déjà dès 1961, il y avait aussi ce thème-là qui l'a emporté. Je vous propose de regarder cette archive. Nous les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours. Pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Nous les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux. Ils sont 1000 et l'on est deux les amoureux. Et alors, pourquoi l'Eurovision particulièrement devient une plateforme pour la communauté LGBT? Qu'est-ce qui fait que spécifiquement ce concours rayonne et devient un peu une icône dans la pop culture LGBTQIA+. Alors, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. On peut parler d'une sensibilité particulière d'une grande partie de la communauté gay, notamment à tout ce qui est pop culture, diva, musique, etc. Et tout ça qui s'est allié avec les mouvements qui ont eu lieu à l'intérieur de l'Eurovision, qui au départ se tenait dans des salles avec un public très restreint, et puis les années 90 sont arrivées. 1997, le premier candidat ouvertement gay, Paul Oscar, qui représentait l'Islande, donc il a fallu attendre 1997. 1998, victoire de Dana International, une chanteuse trans israélienne, qui là aussi a gagné à une époque où les personnes trans n'étaient pas médiatisées comme elles le sont aujourd'hui, qui faisait face, Dana International, à la transphobie, comme hélas doivent encore y faire face aujourd'hui les personnes trans. Et donc il y a eu ces participations qui ont montré que comment dire, c'était un safe space, ou en tout cas un espace où les minorités, notamment sexuelles, pouvaient être visibilisées, célébrées. Et donc au même moment, dans les années 90, les salles sont devenues plus grandes, on a commencé à faire le concours dans les arénas, à faire aussi voter le public, donc ce qui a donné d'autres résultats en termes de typologie de vote. Et tout ça a suivi. Mais c'est vrai qu'en 2002, il y avait le groupe Tattoo, qui était des fausses lesbiennes. C'était un duo qui se présentait comme un duo lesbien, et donc c'était bien sûr... Elles nous ont bien blousé, celle-ci. Et à l'époque, elle disait on va s'embrasser sur scène. Et ça faisait très peur à l'UR, qui disait non, il faut que ça reste un programme familial. Donc on voit que même au sein de l'institution qui organise le concours, il y a eu une évolution. Et à partir des années 2010, on va dire, l'UER, l'organisation, a complètement accepté et fait d'elle les valeurs, notamment progressistes, pro-LGBT. Ça devient, il y a des running gags souvent dans les présentations, notamment quand c'est la Suède qui organise. Il y a des références à Grindr, à la communauté LGBT, etc. Et voilà, et donc c'est des espaces où plein d'artistes peuvent s'exprimer en étant elles et eux-mêmes. Et voilà, c'est une plateforme aussi pour ces identités-là. Et le dernier en date, c'est Nemo, qui remporte l'année dernière le concours avec sa chanson The Code, qui se présente comme vraiment premier artiste non-binaire sur la scène de l'Eurovision. Je vous propose qu'on regarde du coup un extrait de sa victoire. Ah oui. On a beaucoup aimé sa victoire.
C'est toujours aussi bien. Hein. C'est toujours aussi bien. Cette jupe couleur pêche. En hommage à Céline Dion. C'est sûr. Alors, le sujet de la représentation LGBTQIA+, fera l'objet d'un de nos épisodes au mois de juin cette année, dans cette saison 4 de 12 points. On vous invite du coup à nous écouter. Mais jusqu'au mois de juin. Voilà, il faut qu'on... Exactement, abonnez-vous. Tenez bon. Le mec, il a son programme sur 4 saisons encore. On n'est pas prêt de partir, visiblement. Mais comme il faut avancer dans cette présentation best-of de ce qu'on fait dans 12 points, on va passer à ce qui nous nourrit quand même clairement quand on parle de l'Eurovision, c'est les prestations what the fuck. On le sait tous, on aime parler de l'Eurovision parce que... Il y a des amateurs et amatrices dans la salle, visiblement. Hein. Parce que ça parle, parce que voilà, on a toujours en tête une prestation un peu ringarde. Bertie, tout à l'heure, toi tu nous évoquais Cha-Cha-Cha. Pourquoi tu regardes l'Eurovision ? Ouais, pour ça Voilà. Non mais attends, sinon je regarde The Voice. Ça m'intéresse pas du tout. Non, moi je regarde justement parce que c'est une émission que je ne regarderai pas le reste de l'année. D'ailleurs, je regarde très peu d'émissions. Déjà, d'ailleurs, je m'en rends compte en vous le disant, mais je regarde surtout des séries et des films. C'est la seule émission de divertissement que je regarde religieusement tous les ans. Et j'attends les paillettes, j'attends les robes qui grandissent, j'attends d'être surprise. Et je dois quand même reconnaître que, pour ceux qui regardent, je pense que vous êtes d'accord, on n'est jamais déçus quand même. Hein. Il y a toujours 2-3 moments où tu regardes autour de toi dans ton salon, puis tu te dis, non mais j'ai choisi de faire ça, quoi. Enfin, c'est fabuleux. Alors, fabuleux. Ce qui est très vrai aussi, c'est qu'il y a le ringard assumé, qu'on appelle camp dans la définition, mais il y a aussi le ringard qui est juste pas de nos codes français, européens, puisque c'est un concours qui s'ouvre à plein de territoires et c'est le moment où on se rend compte que ce qui plaît à l'Est ne plaît pas forcément à l'Ouest. Est-ce que ça plaît vraiment ? Et inversement. À l'Est, même à l'Est, est-ce que ça plaît vraiment ? Non mais c'est vraiment Pas sûr, intéressant, la diversité du concours apporte ça. Et quand on le regarde avec ce prisme-là, on se dit, c'est pas que ringard, c'est juste que peut-être eux, ils trouvent ça bien. Petit décalage culturel. Petit décalage culturel. Non, mais Alors, tu essaies trop de vendre le concours. Tu essaies trop fort. Je trouve que c'est pas ringard, c'est bizarre. Tu vois ? Est-ce que tu veux une au hasard comme ça ? On a eu 2-3 exemples où je trouve qu'on a critiqué la mise en scène de Queen of the Kings, bon, à juste titre. Mais enfin, on a quand même vu d'autres choses qui étaient un peu... Enfin, je sais pas, les oiseaux, machin, Marie-Myriam, c'est pas fou en termes de mise en scène non plus. Ouais, mais pareil, 77, quoi. Ah bah oui, non, d'accord. Mais je pense que c'est pas ringard, c'est juste... c'est n'importe quoi. Mais ça plaît. Je pense que l'Europe aime ces trucs-là. Faut quand même pas oublier que l'Eurovision, ce qu'on regarde nous, c'est la finale du concours. Ça veut dire que tous ces gens ont passé les demi-finales. Parce que le ringard chelou, c'est pas souvent parmi les pays qui sont qualifiés d'office, le Big Five. C'est souvent des pays qui candidatent. Et donc l'Europe se dit, peut-être que c'est l'Est, peut-être que c'est pas nous. N'empêche que l'Europe se dit pop, il faut que ça passe en finale, ce truc-là, quoi. Donc, il se passe quelque chose. Je ne suis vraiment pas seule à aimer ce genre de moment, clairement. Je te veux dans mon équipe. Voilà. Alors, est-ce que toi, le mec en slibard, t'as une prestation que tu voudrais qu'on mette à l'écran là pour montrer un peu, illustrer ce chapitre ? Oui, alors moi j'avais pensé à Verka Serdushka, mais je pense que vu qu'on parlait de slip, faut quand même recontextualiser parce qu'il y a eu des mecs en slip, ce qui ne sont pas là. Mais moi j'aime bien Verka Serdushka parce que je ne sais pas si vous savez qui c'est dans la salle, mais quand on aura montré l'extrait, vous saurez qui c'est parce que juste c'est une ambassadrice qui revient genre tous les ans. C'est-à-dire que dans tout le moment de la préparation, quand tu mets ta télé en attendant que ce soit l'Eurovision, on nous remontre tout le temps Verka Serdushka dans des extraits et machin et dans les numéros dont compte les votes et tout ça. Donc, je pense que ça représente 2007, l'Ukraine. 2007, 2007 déjà, ouais. Ah là, il danse pas, hein ? Non. Ben moi, tu vois, c'est l'Eurovision contre laquelle je me bats. C'est-à-dire que... Tu as tort. C'est-à-dire que je déteste ça, mais je déteste ça. Il y a un changement qui s'est opéré en 2014 avec Conchita Wurst et une production qui a complètement été transformée de l'Eurovision depuis 2016. Et c'est vrai que médiatiquement, on nous rabâche les années 90, les années 2000 en procès de ringardise de cette émission. Et à raison, parce que pour mettre fadé les années 90 et 2000 pour ce podcast, autant vous dire que oui,
c'est nul, mais... Mais depuis plus de 10 ans maintenant, l'émission, pas nul. elle s'est vraiment transformée et on a des prestations où les pays savent maintenant qu'un artiste peut faire le tour du monde, comme Maneskin, comme machin, l'un par cette n'empêche scène. Et pas du coup, l'autre. C'est pour ça que je trouve ça bizarre que tu dises je me bats contre ça. Tu peux avoir Conchita Wurst et Verka Serdushka dans le même concours. C'est ça qui est génial avec l'Eurovision. C'est que ouais, tu peux avoir des moments d'émotion comme l'Israël à ouh machin où tu te dis bah, c'est vachement beau quand même, elle est trop mignonne et tout. Et ça chante bien et tout. Et en même temps, il y a deux mecs en slip qui pédalent. C'est ça, oui. Je vois de quoi tu veux parler parce qu'en fait c'était cette année et pour moi ça c'est non, tu vois. Je comprends, mais je veux dire, la beauté de l'Eurovision, c'est que tu as l'opportunité de voir dans la même soirée du top et du flop. C'est un bop ou flop en live, tu vois. Enfin, vraiment, genre sur 4 heures. Oui, mais alors pour revenir à la prestation Slow Bar de cette année, c'était quand même, la mise en scène était plutôt bien faite. C'était la Finlande du coup. Non mais c'était rigolo. Le principe c'était pour ceux qui ont pas on vu. montre. Ah bah oui. Ah bah tu l'as, si tu l'as, si oui. Ça me fait beaucoup rire moi. Ça rigole dans la salle. Je sais pas comment vous gardez votre calme, mais moi je trouve ça hilarant quoi. Après, c'est nul à chier, bien sûr, mais il n'y a pas de débat. Déjà un bout de fesse, ça marche toujours de base. Non mais alors pour l'avoir vu en live, il a un slip cher. Pour voilà. La chanteuse. Elle dit la chanteuse. La chanteuse. Non, on laisse tomber. Cher. Ah cher, oh putain. Oh, t'es dans le what the fuck, merci. Mais n'applaudissez pas ça, bon sang. Vincent, est-ce que toi, il y a une chanson what the fuck à l'Eurovision dont t'aimerais qu'on parle? Non. Mais j'en ai plein en fait, mais j'en avais mis une, mais elle est pas si bonne. Mais on peut parler par exemple d'une prestation qui est considérée comme what the fuck, mais qui a gagné du coup l'Eurovision. C'était en 2006, la Finlande, Lordi avec Hard Rock Hallelujah. Qui, en fait, vous allez voir, je pense qu'on va passer un extrait, c'est des monstres, en fait. Et des figurines Warhammer. Et ça interroge, ça inquiète, ça fait peur, ça fait rire, on ne sait pas, mais ils ont gagné. Voilà. Michel Drucker qui commentait était en PLS cette année-là. Ouais. Et dire que c'était l'année de Carola. Ah, Carola qui est une hurleuse. Oh, la transition. Et on passe au nouveau chapitre, celui que tu affectionnes particulièrement, Vincent, qui est celui des hurleuses. Car à l'Eurovision, évidemment, quand on a le micro et qu'on monte sur cette scène devant 180 millions de téléspectateurs, on a le droit aussi de chanter. Oh là là. Putain, la danse, le chant, Thomas, tu donnes tout aujourd'hui. Je vais passer le casting pour représenter la France très bientôt. Bah oui, parce que comme le disait Bertie, elle qui attend les moments what the fuck à l'Eurovision, moi j'attends les voix, évidemment, et j'adore quand ça bug, j'adore quand il y a ce côté un peu trop too much, de trop de sucre, de trop machin, et la robe qui vole, et la wind machine qui est et les cheveux qui volent, et la note qui est comme ça, machin et tout. Moi, c'est ce que j'affectionne particulièrement. Quand on vous disait que le concours plaisait à la communauté LGBT. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je trouve que tu t'aventures sur un terrain très glissant. Terrain terreux. Mais oui, en effet, les grandes voix font partie de l'Eurovision, et souvent, on a vu des stars aussi avec des très grosses voix participer à l'Eurovision pour défendre leur pays. Et souvent, moi, c'est les prestations que j'affectionne. Alors attention, parce qu'il y a des bonnes hurleuses et puis il y a des mauvaises hurleuses. Et les mauvaises hurleuses, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand la note est mal maîtrisée, quand quand c'est trop, des fois, c'est trop, en fait. Et on se dit, bah non, stop, quoi. Mais oui, parce qu'en fait, on l'oublie, mais c'est un concours en direct. Et les chanteurs se doivent, dans le règlement, de chanter en direct. Du coup, c'est ça qu'on aime aussi avec l'Eurovision, c'est d'être un peu fébrile lorsque, aux 3 premières notes, on se dit « Ah, est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va pas passer ?» Surtout qu'il y a forcément des disparités entre la version studio et la version en live. Mais il faut savoir aussi que le concours Eurovision est un concours exigeant pour les artistes. C'est-à-dire que
au-delà du fait d'avoir passé déjà les sélections dans leur pays, etc., ils sont sur place pendant 2 semaines, ou alors ils n'arrêtent pas de répéter, il y a des répétitions sans cesse tous les jours, etc. Au bout d'un moment, la voix fatigue. On l'a vu cette année avec Slimane, qui représentait la France, qui le jour même du concours avait la voix complètement pétée, et finalement... Dieu inventa la cortisone et il nous a délivré une superbe prestation à la fin. Est-ce que tu as une hurleuse? Tu voudrais qu'on passe là? Alors, écoute, moi, pour parler de l'Australie, on va dire, allez, l'Australie 2016, il y a un petit bout de bonne femme qui est arrivé comme ça sur un... Ah oui, c'est un petit bout de bonne femme sur un cube énorme dans une robe Swarovski étincelante. Elle est un peu dans ma catégorie, pardon. Hein. Quoi? Elle est un peu dans ma catégorie. Absolument pas, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. C'est Dami Im avec The Sound of Silence. Keep calling, calling, keep calling, Où sont passées les hurleuses? Où sont passées les hurleuses? Eh bien, bien profondément cachées. Elle a pris le même titre de chanson que Simon & Garfunkel. Oh là là, tu me l'as déjà faite celle-ci, ça suffit. Mais oui, bien sûr. Il a dit, mais c'est scandaleux, elle a osé faire ça. C'est scandaleux. Ben oui. Bah tu vois, et je suis cohérente avec moi-même, ça me rassure sur ma santé mentale. Alors, dans 12 points, le podcast, c'est évidemment une émission de conversation et de débat, mais il y a aussi des chroniques, comme vous avez pu l'entendre avec Agathe tout à l'heure et sa chronique Zérovision, et une récurrente qui est le billet hurleuse, sans transition. Je vous propose maintenant le billet hurleuse de Vincent. Eh bien, aujourd'hui, mes chers collègues, chers auditeurs et auditrices, chers membres déchaînés de l'assistance. Ouh, Vincent! Vincent, je t'aime. Merci. Comme vous avez pu le constater, on peut raisonnablement dire que ceci est un épisode best-of. Le Golden Menu. Car oui, si nous avons gentiment accepté l'invitation, que dis-je, l'honneur qui nous est fait d'ouvrir le Pod Paris Festival, c'est bien pour faire rayonner l'aura de l'Eurovision aussi fort que Sirosport, aussi puissant qu'un concentré de pet vache trouant la couche d'ozone. Alors pour celles... Non mais calmez-vous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, ben moi c'est Vincent, et ma spécialité dans ce podcast qui décrypte le grand concours de chansons de l'Eurovision, ce sont les voix. Car oui, on a souvent tendance à l'oublier, cette émission est avant tout un concours de chansons. Je fais des voix. Je ne comprends pas, vous faites des voix? Oui, dame. Je fais des voix. Mais alors pas toutes les voix, attention, non. Ma spécialité à proprement parler, ce sont celles qui, par leur aura, leur classe, mais surtout leur pétoire, appartiennent au club très fermé des hurleuses. Aux oubliettes, Céline Dion et son hymne à l'amour en live, pas en live. Aux chiottes, les voix fluettes qui n'articulent pas. Aujourd'hui, on remet à l'honneur la chef des hurleuses, le premier clairon d'Espagne, celle sans qui nos tympans n'exploseraient pas. Eh ben, j'ai nommé Pastora. Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí. Perdón por el dolor. Mais alors Vincent, d'où vient-elle? Eh bien, quand Pilar Sanchez Luque, dite Pastora Soler, arrive en 2012 au grand concours de l'Eurovision à Bakou, c'est déjà une star en Espagne depuis des lustres. Elle est choisie en interne par le télédiffuseur espagnol TVE afin d'inverser la courbe des résultats plus que merdiques de l'Espagne depuis un bon nombre d'années. Les dirigeants de la chaîne d'ailleurs diront de Pastora, c'est une artiste avec 17 années de carrière, andalouse, avec beaucoup de chansons en copla et en pop à son actif. Nous voulons toutes et tous que l'Eurovision retrouve son essence. Alors à ce moment-là, on est en droit de se poser cette question fondamentale. Mais qu'est-ce que c'est que Pastora? Ah eh bah, c'est une enfant qui débute dans le métier en chantant de la copla, ce chant mélodieux très populaire en Andalousie, à grand renfort de robe à pois et autres castagnettes. Tape à la vachette. Pour le plus grand plaisir d'Agathe, c'est également en 2000 une jeune femme d'une vingtaine d'années qui vit bien avec son temps, ses sonorités oubliées et ses robes bariolées.
Elle alterne entre morceaux pop aux sonorités latino. C'est mauvais. Et des power ballades où son pétoir fait trembler le frigo. Et alors tout cela nous amène gentiment en mars 2012. En mars 2012, oui, il faut qu'on avance, on m'a dit pas plus de 4 minutes 30, alors j'y vais. Hein. Où lors d'un gala télévisé sur la chaîne TVE, Pastora présente 4 chansons soumises à un vote d'un jury professionnel, un télévote et un vote préalable sur Internet afin de choisir la chanson officielle qui représentera l'Espagne à l'Eurovision. Et cette chanson, mes chers collègues, vous la connaissez toutes et tous puisqu'à chacune de mes fins de soirée, je vous ai forcé à regarder la vidéo. Il s'agit bien sûr de Quédate conmigo. Alors Vincent, parle-nous un peu de cette prestation à l'Eurovision 2016. 2012. Quédate conmigo, reste avec moi, c'est la power ballade par excellence. Alors un genre qu'on retrouve très fréquemment à l'Eurovision et qui, pour une fois, est loin d'être salopé par une grognasse pseudo-hurleuse. Alors, vous l'ignorez sans doute, mais cette chanson a été composée par la Rolls-Royce des compositeurs de l'Eurovision, le Suédois Thomas Gison, à qui l'on doit les tubes. Mais aussi, ou encore, et parfois, You are the best in me. Merci Tom Leb. Pastora se tient droite comme la justice en centre-scène, robe en voile immaculée, chignon vissé au sommet de son crâne, et demande pardon à l'être aimé de ne pas avoir su l'aimer alors que la scène, plongée dans l'obscurité, fait apparaître des gouttes de pluie ruisselant contre une vitre. Alors oui, c'est tout à fait le genre de chanson que j'adore me passer en boucle en pensant à toutes mes histoires foireuses. Jusqu'à ce couplet beuglé, maintenant que je te vois t'éloigner, je sais que je ne pourrai jamais t'oublier. Alors les chœurs débarquent, la scène s'illumine de mille feux, la wind machine est branchée sur le mode ouragan Milton. C'est fort, c'est puissant, c'est cheesy, c'est pompier, c'est too much. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Hop, assistoli. Heure du décès, 21h58, rideau. Alors on aime ou on n'aime pas, mais une chose est sûre, Pastora, elle ne se ménage pas. Elle vit sa chanson si bien que même si, comme Quentin, on ne sait dire en espagnol que patatas bravas et chupame la polla, on comprend ce qui se joue. Outre l'interprétation, il faut souligner que la voix de Pastora résonne comme un putain de CD. Alors c'est pour moi, et je ne cesserai de le répéter, la performance parfaite, toute Eurovision confondue. Vraiment, je suis très objectif. Ce soir-là, Pastora passe en 19e position et finit 10e du classement, ce qui est bien mais pas top, mais qui cette année pouvait battre Lauryn et son Euphoria. Et alors depuis, qu'est-ce qu'elle a fait, Pastora? Depuis, tu penses, après une pause de 3 ans qui permet à Pastora de devenir maman, bien sûr, elle nous revient en 2017 avec un nouvel album qui la place au sommet de la chaîne alimentaire des hurleuses jambon ibérique, avec ce single qui reste à ce jour, je pense à toi, Quentin, ton préféré. La tormenta. Alors un album pratiquement tous les ans, accompagné de tournées européennes qui nous amène aujourd'hui en 2024 avec la grande célébration de ses 30 ans de carrière. 30 ans, bordel. Je vais aller la voir dans quelques jours du coup à Madrid.
Alors 12 ans, 12 ans, c'est long quand on y pense. Moi, je me pose souvent la question de savoir ce qu'il faut faire pour qu'une relation dure. De ce qui permet de ne pas se faire rattraper par le quotidien, d'être l'un à l'autre, comme le disait très justement La Fontaine, un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Eh bien, je dois dire que j'ai trouvé la solution. Ça s'appelle l'amour unilatéral. Car Pastora ne le sait pas, mais c'est certainement ma plus longue relation. Et en disant ça, je me rends compte que mon célibat risque d'être encore un peu long. Elle a mis l'orage à la fin, elle est sympa, t'as vu? Bravo! Merci! C'était le billet hurleuse de Vincent. Alors, que de talent à l'Eurovision, la géopolitique, les tubes, les stars, les LGBT, les what the hurleuses. fuck. Il y a quand même un sujet qu'on n'a pas traversé, les amis. Lequel, Thomas? La France à oui. l'Eurovision. Oui, quand même. Je vous en supplie. Putain, il y a des chauvins dans la salle. Waouh. Et là, c'est pas si bien ce qu'on fait. Hein. Et là, j'ai envie d'en parler avec vous, parce que quand on parle de l'Eurovision, évidemment, les premiers trucs qu'on va entendre, c'est oui, on n'a pas gagné depuis 1960. Voilà, exactement. C'est ce que j'entends tout le temps dans les micro-trottoirs, avec cette voix-là. Marie-Myriam. Pas du tout. Merci Agathe. Je t'en prie. Vous pouvez la retrouver très bientôt au jardin d'acclimatation. Dans la rivière enchantée. Elle est bonne. On se recentre. Du coup, vous dans le public, si je devais, en dehors de Marie-Myriam, vous poser une question sur une prestation française que vous évoque l'Eurovision, là tout de suite, en levant la main, si vous avez des prestations à nous partager, ce serait... Oui. Barbara Pravi avec... Et voilà. Oh la vache. Et voilà, Barbara Pravi. Quand même, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regardez. Barbara Pravi qui finit 2e en 2021. Passé à ça. On est passé à ça. Et à qui on doit la création de ce podcast, messieurs, dames, sachez-le. Sachez-le, parce qu'en fait, quand Barbara Pravi est arrivée 2e, moi, à l'époque, j'étais chez mes parents pour le 3e confinement. Je regardais ce programme avec ma mère, comme je ne l'avais pas fait depuis les années 90. Et Quentin et Vincent, en fait, adorent l'Eurovision. Les vieilles du Muppet Show. C'est ça. Adorent l'Eurovision. Et on a eu l'habitude, en 2017-2018, de faire ces soirées apéro ensemble chez eux. On est là avec nos grilles. Ah là là, et qui ils sont là avec leur sangria. Je pense que c'est sangria. Et quand Barbara Pravi manque de gagner l'Eurovision, d'un seul coup, tous les médias en parlent. Et je me dis, mais il y a un truc. Moi, je veux faire un podcast, tac, tac, tac. Ni une, ni deux. Je les convainc de faire un podcast autour de l'Eurovision parce que je me rends compte qu'il y a de la matière. Parce qu'en fait, tu nous as juste foutu devant un micro pour qu'on dise les mêmes conneries qu'on disait sur le canapé, en fait. C'est ça, exactement. Et du coup, grâce à Barbara Pravi, qui n'a pas gagné l'Eurovision, 12 points est né. Merci à elle. Ouais. Si tu nous entends. Alors, deuxième prestation de l'Eurovision. Est-ce que certains ont envie de nous partager de la France? La France. Slimane. Slimane, on en parlait tout à l'heure. On a entendu une connerie. On a entendu Jonathan Serrada. Oui, non, peut-être pas. Non, on l'a pas non. dans les rushs, de toute façon. Mais oui, Slimane, l'année dernière, qui nous a représenté avec sa chanson Mon amour et ce a cappella dantesque. Je vous propose qu'on regarde rapidement un petit extrait. Si tu ne viens pas, je t'attendrai. Je sais pas pourquoi je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes?
Ah, les poils, hein. Ah oui, ça marche toujours aussi bien. Ça marche toujours, hein. Et alors, qu'est-ce que ça dit, Fabien, de la participation de Slimane pour la France à l'Eurovision dans la prise de conscience de France Télé de l'aura du concours? Alors, la prise de conscience, elle est venue notamment en 2015, quand Nathalie André, alors chef des divertissements, était chef de délégation. Enfin, on se rappelle de ce qu'on a envoyé en 2015. Et voilà, et justement, arrive avec, Attention. n'oubliez pas, une chanson qui n'est pas mal chantée. Lisa Angel a de la voix, mais c'est parce qu'il faut envoyer au concours. Et après coup, Nathalie Surtout en Autriche. Voilà, surtout en Autriche, c'est vrai que... Alors, pour vous la faire courte, c'est une chanson qui parle de la guerre 14-18. Et donc, du coup, voilà. Et c'est une hurleuse également, mais une hurleuse très chevrotante. Voilà, et donc qui est produite par Patrick Sébastien, d'ailleurs. Bah, merci. Merci à lui. Et donc voilà, et Nathalie André se dit à ce moment-là, j'ai compris en allant au concours, j'avais une image du concours de ce que ça devait être et de ce qu'il fallait envoyer, et j'ai vu sur le concours ce que c'était en termes de production, de propositions, notamment pop, etc. Et dès l'année d'après, elle convainc Amir d'aller représenter la France. Il y a eu un changement de chef de délégation, mais c'est Amir qui représente la France, qui finit 6e avec J'ai cherché, qui est devenu un tube. Et puis, à partir de ce moment-là, au gré des changements de chef de délégation, il y a eu cette prise de conscience qu'il n'y avait pas de fatalité pour la France de toujours terminer dans le bas du classement, qu'à l'Eurovision, la France n'est pas particulièrement attendue plus qu'un autre pays, mais c'est juste qu'il faut envoyer la bonne chanson qui saura trouver son public et qui est capable d'abord de plaire au public national, au public français, pour pouvoir plaire à l'étranger. Sinon, on ne peut pas faire les choses de manière inverse en disant ça ne marche pas en France, mais ça va marcher ailleurs. C'est très rare que ça fonctionne comme ça. Et c'est vrai que la réflexion de l'artiste et la chanson qu'on doit présenter sur la scène de l'Eurovision ne doit pas plaire aux Français. Elle doit plaire aux autres pays européens. Et c'est pour ça que Barbara Pravi a cartonné, parce que c'était Edith Piaf-like, c'est tout ce que les Européens attendent de la France. Et on a des épisodes qui s'appellent l'Eurovision vue de l'étranger, où autour de la table on fait venir des francophones, mais issus de différentes nationalités, et qui viennent nous dire, voilà, moi dans mon pays, comment est perçu le concours. C'est toujours la même réponse. Hein. À nous, on veut de l'amour, on veut de l'amour, voilà. On veut de l'amour, on veut de l'amour de la part de la France. Oui, mais le truc, c'est ça, c'est que Barbara Pravi, elle a fait carrière aussi après en France. Enfin, la chanson a marché. Voilà, c'est pas une chanson qui passe beaucoup en radio, parce que c'est pas forcément une chanson radio-friendly, mais elle a trouvé son public, et je pense que les gens l'identifient. Là, elle fait même du cinéma, elle sera dans le dernier film de Claude Lelouch. Donc voilà, il y a eu aussi, ça a été un tremplin, ça a donné un nouveau souffle à sa carrière, l'Eurovision. Donc, mais il faut quand même que le public français soit derrière, et je crois qu'on l'entendait dans le micro-trottoir, il y avait quelqu'un qui disait si on sent que la France peut faire une bonne performance, on regarde. Et donc ouais, je pense qu'il faut, quand on sait qu'on a une équipe forte, c'est comme au JO, qu'on a des chances de médaille, on va être tenté de regarder peut-être davantage que si on sait que c'est pas pour nous. Exactement, et il y a des chansons auxquelles on croit, on y va. Par exemple, Bilal Hassani, la France y croyait vraiment. Bon, finalement, ça a un peu floppé avec sa chanson Roi. Ça chantait pas très bien. Ça chantait pas très bien. J'aime beaucoup Bilal, mais ça chantait pas de ouf. Ça, il avait la voix fatiguée, et puis il était très soutenu par sa communauté en France, qui lui a permis notamment de gagner la sélection, puisqu'il y avait un télécrochet pour désigner le candidat de l'Eurovision cette année-là. Donc voilà, mais c'est vrai que ça ne s'est pas parachevé à l'international. En face de Emmanuel Moire et de Chimène Badi d'ailleurs. Voilà, C'était la même pour la sélection française. Tout à fait. Et autre prestation française marquante, vous les amis que vous quand on a fini dernier, non? Tant qu'à faire. Lesquels? Le seul dernier. C'était horrible. Oui, mais là, c'est pour montrer un exemple du coup, de tout ce qu'on est capable de faire. De tout ce qu'on est capable de faire en termes de merde. Et donc du coup, en 2014, on envoie un groupe qui a gagné la sélection française, qui s'appelle Twin Twin avec Moustache. Vous allez voir, le beat est une ressucée de Papa Outé de Stromae, mais en nul. Il est important de ne pas finir l'émission sur cette chanson, j'annonce. Ah non. Moi je voulais une moustache. Une moustache. Une moustache. I wanna have a moustache. A moustache. Une moustache. Quel dit à mon bigoté. Je veux crier, je veux C'est la même année que Conchita Wurst. Voilà. Tout à fait. C'est quand même triste qu'ils finissent même pas dans la catégorie what the fuck. C'est-à-dire que tant qu'ils y étaient, ils auraient pu se déguiser en moustache géante. Enfin, je veux dire, pourri pour pourri, ils auraient pu nous faire un truc fun au moins. Même pas. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai C'est qu'ironie dommage. de l'histoire, c'est ils chantent je voudrais une moustache alors que la gagnante a une barbe. Oh, joli. Joli.
Qui connaît la prestation? Tout le monde connaît la prestation de Conchita Wurst ou pas dans le public? Qui ne connaît pas? Levez la main. On va vous la montrer parce que quand même, parce qu'on va pas finir sur Moustache. De l'Eurovision. Je suis bien obligé. Et on là. fait pas You. On en a parlé, You. C'est la prestation qui a transformé clairement l'Eurovision, à la fois dans sa production, à la fois dans la prise de conscience des différents membres participants au concours sur qu'est-ce qu'on envoie, comment on l'envoie, et du coup, qui est aussi pour nous un moteur de vous dire l'Eurovision n'est plus ce qu'elle était. Vous, Bertille, t'es pas d'accord avec moi? Si, c'est plus ce que c'était parce que c'était triste. Enfin, c'était un peu terne, quoi. Donc non, c'est plus ce que c'était, mais il y a de tout. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Donc, regardez. Pour la France, une dernière participation avant de clore le chapitre France. Amir, non, quand même. Allez, Amir, j'ai cherché. Qui a sonné la transformation de la prise de conscience de France Télé et de la participation dans le concours avec J'ai cherché. Et qui a fait de Amir une star. Hein. Et qui a fait d'Élodie Gossuin une restar. Et voilà, c'était Amir. Et voilà, c'était Amir. Alors, les amis, mesdames, messieurs, dans le public, l'émission va bientôt se terminer. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Et en tout cas, on espère que cette overview, comme on dirait en français, cette... vue générale. Oui, cette vue générale, merci, de l'Eurovision, pour celles et ceux qui n'ont pas regardé le concours depuis longtemps, vous a plu. On espère que le ton de notre podcast... 1, 2, 3. Le ton de notre podcast vous a plu parce que c'est clairement ce que vous pouvez retrouver chaque semaine sur les plateformes de streaming, évidemment beaucoup plus dans les temps Eurovision à partir d'avril et mai. Nous, 12 points. On a une actu à vous partager qui est assez folle pour nous. Elle est phénoménale. Elle est... Oh là, tu l'as. Et oui, effectivement, les éditions hors collection nous ont demandé de les accompagner sur l'écriture d'un livre qui sortira le 17 octobre prochain et qu'en exclusivité pour le festival Pod Paris, nous avons disponible à la vente tout à l'heure entre midi et 2. Et voilà, on est très très fiers de ce livre. Des cadeaux pour les fêtes. Oui. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, on y a mis beaucoup de cœur, d'encre et de sang. De larmes. Non, mais voilà, on est très fiers de cet objet. Exactement. Très bizarre, j'ai l'impression de faire du téléshopping. Et vous allez pouvoir y retrouver, avec la musique derrière, vraiment téléshopping, vous allez pouvoir y retrouver un peu les thématiques qu'on aborde dans le concours, dans le podcast, c'est-à-dire on va chercher à parler de l'Eurovision différemment. À travers la linguistique, à travers la géopolitique, on l'a vu, l'économie autour de l'Eurovision aussi, on a un épisode qui est dédié. Et voilà, en juin, ce sera la LGBT, mais tout au long de l'année, on va continuer à développer les thématiques autour de l'Eurovision pour un peu ouvrir notre prisme et notre champ d'analyse possible. Et après, on reste dans l'Eurovision, donc ça reste fun et sympa à écouter. Fun with flags and fags. Voilà. Donc ce livre Eurovision, la petite histoire du grand concours qui raconte l'Eurovision différemment, écrite par toute l'équipe de 12 points le podcast, disponible en exclusivité. Et préfacé par l'inénarrable Fabien Randall qui est avec nous ici. C'était un plaisir. Non, mais je tiens à dire que j'ai reçu le livre en avant-première et c'est vraiment voilà, le résultat. C'est parfait. C'est un super cadeau vraiment pour les fêtes et même pour les anniversaires, etc. Et même si vous n'êtes pas a priori fan d'Eurovision, vous allez apprendre plein de choses parce que voilà, c'est pas que de la chanson l'Eurovision. Et il a vraiment j'étais très heureuse de voir qu'il avait vraiment une couverture en carton. Non mais tu vois, du coup il peut tenir. Non mais c'est vrai. C'est vraiment le téléshopping. C'est vraiment le téléshopping. Mais non mais regarde, hop, il tient, tu vois, c'est beau. Merci Agathe. Je t'en prie. 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision est disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcastic,
toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous suivre si vous avez aimé découvrir notre émission aujourd'hui en direct du Pod Paris. Suivre également le podcast sur les réseaux sociaux Instagram, X, Facebook, oui, Twitch. Twitch, exactement. YouTube. Nos émissions, on les enregistre en direct sur Twitch, YouTube également. On compte sur vous, mettez-nous 2 étoiles. C'est vraiment C'est TikTok. C'est vraiment la meilleure récompense que vous pouvez nous donner pour nous donner de la force et continuer à progresser. Voilà. Un grand merci aux équipes de Pod Paris qui délocalisent pour la première fois ce festival sur la capitale. J'ai eu l'occasion d'y participer à Rennes, mais ils le font également dans d'autres villes qui sont Rennes, oui c'est Rennes, Castres et Paris. Voilà, donc on les félicite. Merci à la Bellevilloise de nous accueillir. Il y a 2 espaces ici au-dessus pour des podcasts tout le week-end. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas habitué. D'habitude, on est moins habillé que ça à la Bellevilloise. Oui, car on y fait la fête à la Bellevilloise. Mais là n'est pas le sujet, puisque ce week-end, c'est plein de podcasts que vous allez pouvoir découvrir. Je vous invite à rester présent toute la journée aujourd'hui et également demain dimanche pour découvrir le podcast de la Semoire, le N'importe Q, sur toutes les thématiques, podcast trans demain au même endroit ici par exemple. Et surtout, ceux qui nous suivent sont une table ronde consacrée au podcast au service de la représentation et des causes sociales. Voilà, ça va avoir lieu juste après nous. Merci à toutes et tous d'avoir été présentes et présents pour 12 points. De vous être levés. C'est hyper sympa, on est hyper touchés. Un samedi matin. Merci, applaudissez-vous. Quant à nous, toute l'équipe, on reste présent dans le festival. N'hésitez pas à venir nous solliciter pour vous poser des questions sur l'émission, sur comment on fait le podcast, etc. Et puis, pour notre vente dédicace de livres dans l'espace à côté, on serait ravis de pouvoir vous dédicacer des livres. Merci encore infiniment à tous et à tous. Merci on se retrouve très vite. À très bientôt.